Bonjour, ici Paul Vachon, historien. Nous sommes rendus à la dernière émission de notre série. Nous avons fait un parcours du 20e siècle, de 1900 à aujourd'hui. Nous avons vu les principaux conflits. C'est un survol, bien sûr, parce que le temps nous est imparti. Alors, nous en sommes rendus à la dernière émission, et cette émission-là va porter sur notre avenir. En fait, le titre de l'émission, c'était « Notre passé a-t-il un avenir? » Bien, la réponse est oui, puisque l'avenir du passé, c'est le présent, et il est instantané. Donc, on en a un. Mais, ceci étant dit, ça nous emmène à nous poser des questions sur nos inquiétudes, sur quel sera le monde de demain. Bien, le monde de demain, il va ressembler au monde d'aujourd'hui et au monde d'hier. Il va continuer d'y avoir des conflits, il va continuer d'y avoir des enjeux pour lesquels on devra intervenir. C'est important. Et il va continuer aussi à y avoir des belles choses. Par exemple, les technologies qui avancent, ça nous emmène pas au bonheur, au paradis. Mais ça nous emmène à des facilités, notre niveau de vie étant mieux dans certaines parties du monde, bien sûr, étant mieux que ce que les générations précédentes ont connu. Ça risque de ressembler à ça. Mais notre propos ne sera pas ça. Notre propos, et il ne s'agit pas de jouer à Nostradamus, là. Notre propos va être de regarder et d'analyser la situation actuelle pour se projeter, faire de la prospective, tant au niveau économique, social, politique et même climatique, pour voir les tendances, pour voir vers quoi on s'en va. Quels sont les enjeux politiques, quels sont les enjeux économiques, environnementaux de demain, quelles sont nos inquiétudes et quelles peuvent être les solutions. Parce que à chaque problème, il y a toujours une solution, bien sûr, quand on la veut, mais c'est une question de temps. On y arrive. C'est sûr que si on regarde la une des journaux ou des revues, on sera probablement pessimiste, parce que le propre même de la une du journal est la sensation, l'émotion. Alors, c'est rare qu'on va faire la une avec de bonnes nouvelles. La plupart du temps, il s'agit de massacres, il s'agit d'accidents, il s'agit d'événements dévastateurs, climatiques, etc. Donc, on peut avoir l'impression que tout va mal. Mais c'est une impression. Quand on regarde notre vécu, notre vie à nous, dans nos familles, dans notre quotidien, tout ne va pas mal. Il y a des hauts et des bas, mais c'est normal, comme dans les sociétés. Alors, la une des journaux est peut-être un miroir déformant de la réalité. On va aller voir quelques faits. Qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant pour l'avenir? Écoutez, c'est pas une blague, le retour de Trump. Pourquoi le retour de Trump est-il inquiétant? Il est inquiétant pour moi au niveau international. Au niveau national, au niveau interne, il peut bien faire ce qu'il veut. Ça concerne les Américains. Mais au niveau international, ça concerne tout le monde. Et pourquoi est-ce une source d'inquiétude? Ben, on va prendre deux événements qui se sont passés lorsqu'il était président et qui ont des conséquences aujourd'hui quand même lourdes de conséquences. Et je vous dirais, c'est d'abord le fait qu'il se soit retiré de l'accord concernant l'Iran. Il y avait un accord, il y avait des sanctions concernant l'Iran pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Trump, lorsqu'il est arrivé en 2018, il s'est retiré de l'accord. Il s'est retiré de l'accord et le résultat de ça, c'est que l'Iran, au début, a essayé de se trouver des alliés pour continuer cet accord-là, pour lever les sanctions. Mais l'Iran s'est vite rendu compte qu'il y avait un avantage à cela, c'est que si elle se dotait de l'arme nucléaire, il n'y a plus personne qui viendrait la troubler, si vous voulez. Exemple, la guerre contre l'Irak. Si l'Irak avait possédé l'arme nucléaire, pensez-vous qu'on serait allé? Pas sûr, hein?
Alors, la Corée du Nord est un autre exemple aussi. Possédant l'arme nucléaire, il n'y a pas personne pour l'instant qui ose lui toucher. Fait que l'Iran se rend compte que malgré les sanctions, elle est peut-être mieux de se doter de l'arme nucléaire et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle a enrichi son uranium maintenant à 82%. Et même le département d'État américain a avoué que l'Iran était capable maintenant de se procurer l'arme nucléaire. Et tout ça, c'est grâce à qui? Grâce à Donald Trump. Faire une action, il faut également être capable d'en mesurer les conséquences. Allons voir maintenant une autre action qui a été faite de Donald Trump concernant la Corée du Nord. Il y a eu 3 rencontres entre Donald Trump et Kim Jong-un. Et les Américains, ce qu'ils voulaient essentiellement, c'est la dénucléarisation de la Corée du Nord, ce qui n'a jamais été fait, là. Et même Trump, en 2019, il va accepter d'interrompre les exercices militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis à la demande de la Corée du Nord et sans rien demander en retour. Et résultat, c'est perçu comme étant une faiblesse ou un non-sens, en tout cas une interprétation assez étonnante de la part des autres dans le monde. Mais les résultats sont pires que ça. C'est que la Corée du Nord va continuer ses exercices et lance de plus en plus de missiles. Alors, c'est loin d'être une grande réussite, là. Le fait, c'est vrai que c'était le premier président qui rencontrait son homologue de Corée du Nord. Mais écoutez, il n'y a pas de résultat. Ou les résultats sont négatifs. Alors, on ne peut pas parler d'une grande réussite. Donc, c'est inquiétant. Et ça nous emmène à l'Ukraine. Pourquoi revenir sur l'Ukraine? Parce qu'il y a 3 scénarios qui sont envisageables pour l'Ukraine. Une victoire ukrainienne, une défaite ukrainienne, ou le statu quo belliciste, c'est-à-dire un statu quo dans lequel les belligérants vont continuer de se battre, peut-être pas à une aussi grande intensité, mais vont continuer de se battre. Et je vous dirais que une victoire ukrainienne, c'est catastrophique, puis une défaite ukrainienne, c'est catastrophique. On verra pourquoi. Revenons maintenant avec l'isolationnisme américain. C'est pas nouveau, ça. L'isolationnisme américain vient de la doctrine Monroe au 19e siècle. On s'occupe des affaires des Amériques, que l'Europe s'occupe des affaires de l'Europe. Et ça a été ça jusqu'à la Première Guerre mondiale. À la Première Guerre mondiale, les États-Unis ne sont pas entrés en guerre. La Première Guerre mondiale a duré de 1914 à 1918. Les États-Unis sont entrés en guerre en 1918, la dernière année de la guerre. Et pourquoi? C'est parce qu'ils avaient été provoqués. Comment ça? Ils ont découvert une entente entre l'Allemagne et le Mexique. C'est pas une entente, c'est une offre plutôt de l'Allemagne au Mexique, que le Mexique entre en guerre contre les États-Unis et en échange, lorsque l'Allemagne va gagner la guerre, elle va redonner les territoires que le Mexique a perdus dans une guerre entre le Mexique et les États-Unis, qui sont les États de Californie, Arizona, Texas, etc. Et ça l'a profondément choqué les Américains qui vont entrer en guerre contre l'Allemagne. Pourquoi que l'Allemagne voulait entrer en guerre contre les États-Unis? C'est que les États-Unis fournissaient des armes aux belligérants, mais surtout à la Grande-Bretagne et à la France. Alors, l'isolationniste américain était bel et bien présent, mais par une provocation. Deuxième Guerre mondiale, même chose. Puis, n'oubliez pas une chose. Après la Première Guerre mondiale, le président Wilson de l'époque va proposer la création de la Société des Nations. Bien, les États-Unis n'en feront pas partie, vont refuser. Ils vont retourner à l'isolationnisme. À la Deuxième Guerre mondiale, même chose. La guerre éclate en 1939. Les États-Unis n'y participent pas. Quand est-ce qu'ils vont y participer? En 1941, au mois de décembre, lorsqu'ils sont attaqués par le Japon à Pearl Harbor, dans l'État d'Hawaï. C'est lorsqu'ils sont attaqués qu'ils vont participer à la guerre. Essayez de vous imaginer maintenant que les États-Unis n'auraient pas participé à la Deuxième Guerre mondiale. Où en serait la démocratie?
Est-ce que les Allemands auraient gagné la guerre? La situation aurait été complètement différente. Donc, c'est extrêmement important de savoir si jamais Trump revient président, où va se loger le président. Il se peut très bien que le sort de l'Ukraine se décide aux États-Unis lors des prochaines élections. La victoire ukrainienne, en cas de victoire ukrainienne, quelles pourraient être les conséquences? Ce qui est prévisible, c'est est-ce que Vladimir Poutine va pouvoir garder le pouvoir? Ce serait étonnant. Si la puissance russe attaque un petit pays par rapport, quand même un pays de 40 millions d'habitants, là, mais par rapport à la Russie, n'est pas capable d'en venir à bout et perd la guerre, il est fort possible que Poutine perde le pouvoir. On pourrait se dire, ouais, et après, et alors? Qui va le remplacer? Ça peut être pire. Essayez de vous imaginer qu'il serait remplacé par Prigojine et des milices Wagner, ou par quelques oligarques quelconques. Alors, l'implosion de la Russie pourrait être une catastrophe. Et elle peut être aussi une catastrophe pour les pays limitrophes. Ceux qui ont soutenu, par exemple, la Russie contre l'Ukraine, la Biélorussie. Qu'est-ce qui va arriver à la Biélorussie? Qu'est-ce qui va arriver à la Tchétchénie? Et je vous dirais, plus que ça, la Chine a besoin d'une Russie relativement forte devant les Américains. Alors, une victoire ukrainienne, une défaite russe, pourrait emmener la Chine à une espèce d'isolement, puisqu'elle perdrait un de ses alliés. Ou même s'il était remplacé par pire que lui, la défaite va affaiblir énormément la Russie. Alors, une victoire ukrainienne, du point de vue occidental, on la souhaite évidemment pour des raisons humanitaires et tout ça, mais en termes géopolitiques, en termes stratégiques, est-elle souhaitable? Alors, comment s'en sortir? Allons voir maintenant l'inverse, une défaite ukrainienne. Trump a déclaré dans un discours qu'il pourrait mettre fin au conflit en Ukraine en 24 heures. Il a tout à fait raison. Je vous dirais que n'importe qui serait chef d'État de la Russie, de l'Ukraine ou des États-Unis pourrait mettre fin au conflit en 24 heures. Il suffit d'abandonner l'Ukraine. Il suffit de dire à la Russie, vas-y, on n'intervient plus, on n'exporte plus d'armes, il n'y a plus aucune intervention. On se retire même de l'OTAN. Tout est réglé en 24 heures. Quelles sont les conséquences? Imaginez qu'on aurait fait ça avec Hitler. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui va arriver aux pays limitrophes comme la Moldavie, le Tadjikistan, la Géorgie, la Tchétchénie? On pourrait dire baf. Mais qu'est-ce qui va arriver aux pays qui sont membres maintenant de l'OTAN, comme les États baltes, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie? Qu'est-ce qui va arriver à ces pays-là? Qu'est-ce qui va arriver à la démocratie? Qu'est-ce qui va arriver au monde? On a lieu de s'inquiéter. Quelle est la solution? La solution, c'est de négocier, c'est de trouver une façon quelconque où tout le monde pourra s'en sortir, j'allais dire honorablement, mais avec le moins de conséquences possibles. Mais il ne faut quand même pas oublier que c'est Vladimir Poutine qui nous a entraînés dans ça et que c'est lui qui est responsable. Maintenant, ça implique également d'autres pays, la Turquie entre autres. Qu'est-ce qui va arriver? La Turquie contrôle les détroits de Bosphore et Dardanelles. Les détroits de Bosphore et Dardanelles sont des portes d'entrée entre la mer Méditerranée et la mer Noire qui est sous contrôle des Russes. Qu'est-ce qui va arriver pour la Turquie qui est déjà un membre chancelant de l'OTAN? Qu'est-ce qui va arriver à l'OTAN si la situation se dégradait? Allons voir maintenant un autre cas, le cas de l'Iran. On l'a vu, l'Iran va se doter probablement de l'arme nucléaire. Tout au moins, elle en a maintenant les capacités. Elle n'est quand même pas rendue là. Il faut avoir des vecteurs, etc. Mais peu importe. Quelle sera l'attitude d'Israël? Israël est directement menacé par l'Iran. Qu'est-ce qui va arriver
que va faire l'État d'Israël, d'autant plus qu'Israël a maintenant élu un gouvernement très à droite, le gouvernement de Netanyahou. Et le régime iranien, pour contrer les sanctions, s'est rapproché beaucoup de la Russie et aide la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine en fournissant notamment des drones. Tous les deux, c'est des régimes autoritaires. Alors, il y a une symbiose là, des deux régimes. La seule chose qu'on peut voir et qui est intéressante en Iran, c'est la révolte des jeunes, notamment des femmes, suite à l'assassinat de Mahsa Amini, une jeune iranienne qui a été probablement tuée par la police des mœurs, puis qu'elle a été arrêtée parce qu'elle portait mal son foulard. Il faut le faire. Alors, et qu'est-ce qui va arriver? C'est une autre situation. Allons voir d'autres conflits persistants. L'Organisation des Nations Unies en a identifié 11. Je vous les nomme rapidement. L'Éthiopie, le Yémen, le Myanmar, Haïti, la Syrie, en Afrique plusieurs, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Somalie, le Congo, le Mozambique. Et dans ces cas-là, beaucoup de ces pays-là font intervenir les milices du groupe Wagner. Essayez de vous imaginer ce que pourra être la situation dans 5 ans avec la présence de mercenaires du groupe Wagner qui n'ont de compte à rendre qu'à leur patron, Prigojine. L'Afghanistan, la situation des femmes et des tensions, bien sûr, à propos de Taïwan entre les États-Unis et la Chine qui sont fort, fort préoccupants. L'Afghanistan. L'Afghanistan, écoutez, on a l'impression de retourner au Moyen-Âge. Exclusion des femmes de la vie publique, abolition du ministère des Affaires féminines, interdiction pour les filles de poursuivre des études au-delà du primaire, de la 6e année, interdiction de faire des études universitaires pour les femmes, obligation de porter le burqa, puis à l'extérieur, les femmes doivent être toujours accompagnées d'un homme. Alors, écoutez, on est dans un monde, en tout cas, du point de vue occidental, à peu près incompréhensible. Ça n'a pas de bon sens. Je suis un occidental. Haïti. Pourquoi Haïti? Parce que Haïti, ça se déroule à nos portes et qu'il y a une conséquence pour le Canada, entre autres en ce qui concerne les réfugiés pour le chemin Roxham. En 2021, c'est l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et en 2021, tout de suite après, le premier ministre Ariel Henry va assurer l'intérim. Il n'y a pas d'élection. Donc, selon l'émissaire des Nations Unies en Haïti, Hélène Lalime, elle dit « c'est une crise économique, une crise de gang et une crise politique qui ont convergé pour en faire une catastrophe humanitaire. Le pays est contrôlé par des gangs criminels. On demande au Canada d'intervenir militairement, mais le Canada n'en a pas envie et n'en a peut-être pas les moyens non plus. Ça peut être catastrophique. Ça prendra une coalition et c'est pas sûr qu'il y en aura une. Allons voir maintenant une autre situation inquiétante, c'est les réfugiés. Les réfugiés, ça se définit en 3 classes. Les migrants, les demandeurs d'asile, les réfugiés, c'est très différent d'un à l'autre. Les migrants, c'est des gens qui vont tout simplement dans un pays. Ça peut être, par exemple, des étudiants. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui n'a pas le statut de réfugié, mais qui est en attente de l'avoir. Quant aux réfugiés, mais c'est des gens qui fuient la misère, la pauvreté, la guerre, la violence, des actes répréhensibles là, contre des minorités. Ils se ramassent, ces gens-là, on a l'impression qu'ils s'en viennent tous aux États-Unis ou au Canada. C'est pas du tout le cas. Les camps de réfugiés sont dans des pays limitrophes où se passent des exactions. Il y en a au Zaïre pour le Rwanda, il y en avait, pour le Tchad, en Jordanie, au Darfour. Et les camps de réfugiés sont partout et c'est l'organisme international des Nations Unies qui s'en occupe. Et bien sûr, on a des images terribles, épouvantables, de gens qui tentent de fuir pour s'en aller en Europe notamment. Là. Alors, les réfugiés, c'est souvent la conséquence directe des guerres, de la violence, de la pauvreté et bientôt du climat. Selon Amnesty International, il y a 22 millions de réfugiés dans le monde et 84% de ces réfugiés-là sont accueillis dans les pays limitrophes à côté.
Dans le cas de l'Amérique, il faut ajouter la Colombie qui accueille des Vénézuéliens qui fuient la misère et la pauvreté. Les réfugiés sont non seulement victimes de la guerre, de la violence, de la pauvreté, mais sont aussi victimes des passeurs puis des trafiquants. Les migrants, et ça, c'est selon l'ONU, qui utilisent les réseaux de passeurs pour fuir leur pays d'origine, sont souvent victimes de violences extrêmes, de tortures, de viols, d'enlèvements pendant leur transit ou en captivité. On capture les femmes pour les prostituer. Mais malgré la gravité de ces interventions-là, il y a peu d'actions pour y remédier. Pourquoi? Parce que c'est illégal et ça se fait la nuit, ça se fait... On a même vendu des vestes de sauvetage à des immigrants et la veste de sauvetage était en mauvais état et elle a condamné à la mort beaucoup de migrants. On se souvient tous aussi aux États-Unis, le mur pour empêcher les migrants de venir. Alors, qu'est-ce qu'ils fuient, ces gens-là? Ils fuient la misère, ils fuient la pauvreté, mais ils fuient aussi les trafiquants de drogue. Et qui sont les clients des trafiquants de drogue? Les Américains et les Canadiens. Et nous, on accueille des migrants, plusieurs venant d'Haïti, par le chemin Roxham. Et on se plaint, et avec raison, parce que c'est pas des camps de réfugiés qu'on a, nous. C'est l'accueil. On va les éduquer, on va envoyer les enfants dans nos écoles. On leur donne l'assurance, la carte d'assurance maladie. On leur donne l'aide sociale pour qu'ils vivent décemment. On leur fournit le logement et tout ça. On est dans un autre monde, on n'est pas ailleurs. Il faut donc avoir des capacités d'accueil. 78% des migrants de l'Amérique latine s'en vont aux États-Unis. Et parmi les pays d'accueil, il y a évidemment les États-Unis en premier, l'Allemagne, ensuite l'Arabie saoudite, mais le quatrième, c'est la Russie. Alors, on est loin, nous, le Canada, derrière tout cela. Un autre défi qu'on a, c'est le climat, la situation environnementale. Pour moi, peu importe que ce soit l'homme qui soit responsable ou non des changements climatiques, il faut intervenir. Il faut intervenir pour contrer la montée des eaux, pour limiter l'augmentation de la chaleur. Parce qu'évidemment, si on travaille là-dessus, on aura moins de réfugiés climatiques. Et la gestion de l'eau, on a devant nous des situations maintenant catastrophiques, comme les sécheresses en Californie ou les inondations. Alors, on a l'un et l'autre partout. En France, c'est épouvantable. Et ça met en danger notre production agroalimentaire, bien sûr. Et tout découle de ça. La chaîne alimentaire peut se briser. Et là, nous serions devant une catastrophe épouvantable. Mais on est capable d'intervenir. Le SCRS, qui est le Service canadien de renseignement et de sécurité, a mis le gouvernement canadien en garde concernant les changements climatiques. Et une des conséquences pour nous, le Canada, c'est le réchauffement de l'Arctique. Le réchauffement de l'Arctique va entraîner, pas demain, mais dans peut-être les 50 prochaines années, va entraîner l'ouverture du passage du Nord-Ouest. Et qui revendique l'Arctique? La Russie, c'est notre voisin. Le Danemark, les États-Unis, via l'Alaska, et le Canada. Mais le Canada n'a pas de base. Nous avons une présence, je vous dirais, minimale avec le NORAD, de petites bases de radars. C'est tout ce qu'on a. Alors que les Russes ont installé une base permanente en Arctique. Alors, là encore, ce sera un enjeu. Pas seulement de l'Arctique, mais il y en a d'autres. Alors, est-ce que notre monde se porte mieux? Il ne se porte pas ni mieux, ni pire qu'avant. Nous l'habitons. Nous voulons sauver la planète. Il ne faut pas s'inquiéter. Si nous ne sauvons pas la planète, elle, va se sauver de nous. Ce n'est pas très optimiste, mais ce n'est pas pessimiste non plus. Parce que la vie, en tout cas tant et aussi longtemps qu'on aura une planète qui permettra d'accueillir la vie va toujours trouver son chemin. Et espérons
que ce sera avec nous et espérons qu'on trouvera des solutions à tous les problèmes que souvent nous avons nous-mêmes créés. Merci de votre écoute. C'était notre dernière émission. Je vous souhaite du bon temps et une vie merveilleuse. Au revoir.